Salam alaikum Azzoul Filaoun, bonsoir. En Tunisie, le président Kais Saïed dans les vainqueurs d'une élection jouée d'avance. La télévision nationale a diffusé en début de soirée un sondage de sortie des urnes annonçant la réélection du président sortant Kais Saïed, avec 89,2% des voix. Selon les chiffres de l'instance électorale, le taux de participation finale ne s'élevait qu'à 27,7%. Le sondage Sigma accorde un score triomphal au président sortant, un résultat contesté qui enfonce le dernier clou dans le cercueil de la démocratie. Aucun suspense n'entourait le scrutin présidentiel qui s'est tenu hier en Tunisie. Après avoir emprisonné des dizaines d'opposants et d'activistes de renom, les autorités tunisiennes ont écarté presque tous les concurrents sérieux de la course à la présidence, réduisant cette élection à une simple formalité. Les deux seuls candidats retenus contre Kais Saïed par l'instance supérieure indépendante pour les élections, ici, l'ancien député et leader du parti panarabe Mouvement du Peuple Zouhair Merzaoui, ex-soutien de M. Saïed, et le chef d'un petit parti libéral, Ayashi Zamel, arrêté début septembre et condamné le 1er octobre à 12 ans de prison pour falsification de parrainage, n'auraient obtenu respectivement que 6,9% et 3,9% selon les chiffres de l'Institut Sigma. L'ampleur du score a provoqué un séisme en Tunisie. Parmi les opposants qui tenaient pour acquis que l'homme fort de Carthage serait réélu tant le scrutin a été verrouillé en amont. Le score de 89,2% a laissé sans voix plusieurs commentateurs et confirmé le tournant algérien que prend la Tunisie sous la férule de Kais Saïed. 89,2%, c'est 5 points de plus que Abdelmadjid Tebboune, présent et réélu en Algérie le 7 septembre. Un score écrasant, tempéré par une abstention de 73%, selon Sigma. La participation perd 21 points par rapport à la précédente élection de 2019. Nous débattrons avec nos invités de la présidentielle en Tunisie et un score à l'algérienne pour Kais Saïed, juste après cette petite intro. Présidentielle en Tunisie, 89,2%, un score à l'algérienne pour Kais Saïed. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Siham Badi, médecin, ex-ministre et militante politique. Elle est avec nous depuis Paris via Skype. Dr Siham Badi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir. Marhaba bik. On a aussi le plaisir d'accueillir Lies Djbaili, ingénieur, économiste, militant politique. Il est avec nous aussi via Skype depuis Paris. Lies Djbaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Et je salue votre invité, Madame Siham Badi, et toute l'équipe El Magharibiya qui nous suivent de près et de loin, et nos compatriotes bien sûr. Merci encore pour l'invitation. Merci. Barakallahu fik Lies Djbaili. Lies Djbaili, que je rappelle, est algérien bien sûr. On va essayer de comprendre ce score qui n'est pas très loin du score de Abdelmadjid Tebboune de l'élection présidentielle du 7 septembre dernier. Mais avant de commencer avec nos invités, on va essayer de regarder ces images. Donc les supporters de Kais Saïed qui sont sortis donc pour fêter cette victoire de Kais Saïed, donc un deuxième mandat. On regarde ces images.
Désolé, on est obligé d'attendre pour donner la parole à nos invités. On va juste aller live, en direct, donc l'instance supérieure indépendante pour les élections en Tunisie. إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وعلى الأمر عدد 403 لسنة 2024 المؤرخ في 2 جويلية 2024 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وعلى الأمر عدد 468 لسنة 2024 المؤرخ في 3 سبتمبر 2024 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وسقف التمويل الخاص وشروطه وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 543 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جويلية 2024 المتعلق برزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وبعد الاطلاع على محاضر مراكز الجمع والقرارات التصحيحية الصادرة عنها وعلى محضر المكتب المركزي المكلف بجمع نتائج الاقتراع وبعد التثبت من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها تطبيقا لمقتضيات الفصل 143 من القانون الانتخابي وعلى إثر مداولة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 أكتوبر 2024 يصدر القرار الآتي نصه: الفصل الأول: آلت عمليات الاقتراع والفرز والتجميع للانتخابات الرئاسية 6 أكتوبر 2024 إلى النتائج الأولية التالية. أولاً، المعطيات العامة: العدد الجملي للناخبين المسجلين 9,753,217 ناخب. العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت 2,808,548 ناخب. العدد الجملي للأصوات المصرح بها لكل المترشحين 2,689,408 صوتاً. العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة 84,953 ورقة. العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء 34,187 ورقة. نسبة الإقبال العامة 28.8% في كامل تراب الجمهورية وفي الخارج. ثانياً، عدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح: السيد العياشي زمال وتحصل على 197,551 صوت بنسبة 7.35%. السيد زهير المغزاوي وتحصل على 52,903 أصوات بنسبة 1.97%. السيد قيس سعيد وتحصل على 2,438,954 صوت بنسبة 90.69%. الفصل الثاني: وتبعا لحصول المترشح السيد قيس سعيد على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، تصرح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفوزه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 من الدور الأول. الفصل الثالث: تلحق بهذا القرار جداول تتضمن عدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح في النطاق الترابي الراجع بالنظر لكل مركز من مراكز الجمع.
Voilà, donc l'instance supérieure indépendante pour les élections en Tunisie, ils ont rectifié le taux de participation à 28,8%. Le taux aussi pour accorder à Kais Saïed qui dépasse donc les 90%, 90,69%. Donc il n'y aura pas de deuxième tour. Docteur Siham Badi, votre réaction, on vient juste de voir ces images en direct depuis Tunis. Oui, bien sûr, c'est pas du tout on n'est pas du tout surpris. Moi, je suis surprise que le taux n'a pas atteint 99,9%. C'est ce qu'il fallait au début. Il n'a pas fait tout ce parcours-là pour se contenter de 90%. Il aurait pu dire que c'était 99,9%, ça aurait été plus crédible, je pense. Non, mais d'abord, bien sûr, l'instance nommée par Kais Saïed, je rappelle que tous les membres de cette instance-là sont nommés par Kais Saïed, et Kais Saïed n'a pas mené toute cette bataille avec toutes les infractions qu'il a pu commettre et les crimes électoraux qu'il a pu commettre dès le départ, en choisissant lui-même face à qui il va être dans ces élections-là, donc notamment l'Ayesh Zamel qu'il a déjà mis en prison et qui l'a empêché de mener sa campagne électorale, et le Zohair al-Marzaoui qui est un ami du président et qui, comme on l'avait dit, a toujours cautionné et a toujours été d'accord avec toutes les démarches entreprises depuis le 25 juillet par Kais Saïed. Bien sûr, donc en écartant tous les autres candidats, en changeant les lois et les règles du jeu quelques jours avant même les élections, en choisissant et nommant lui-même les membres de l'instance des élections, on ne peut que s'attendre à un résultat pareil. Le contraire nous aurait étonné. On n'aurait pas pu imaginer aucun instant que Kais Saïed va voir son adversaire gagner, notamment Ayesh Zamel par exemple, et on s'imagine qu'il va le saluer dans sa cellule pour lui donner les clés de Carthage en lui disant « Voilà, je vous cède puisque vous avez gagné ». Ben non, de toute façon, on savait dès le départ que les jeux sont faits et que le résultat, il était déjà choisi d'avance, et Kais Saïed n'aurait pas pu accepter autre chose que le résultat qu'on a entendu aujourd'hui, parce que pour lui, ces élections-là sont une question de vie ou de mort. Lui et toute la bande autour de lui qui a orchestré ces élections-là et qui a tout préparé pour qu'il y a ni recours, ni appel, ni tribunal administratif, donc ni observateur suffisant, ni qui supervise ces élections-là, et ni presse libre et qui pourra donc faire son rôle comme elle se doit pendant des moments aussi cruciaux dans l'histoire d'un pays. Du coup, ces urnes-là qui ont été dépouillées dans l'obscurité totale, avec des agents qu'il a choisis et nommés lui-même, moi, qu'est-ce que j'en sais combien de réellement de voix ou de feuilles ont été mis dans les urnes. Donc, il nous a laissé aucune possibilité de contrôler quoi que ce soit. Il n'aurait pas du tout accepté d'être élu de moins de 90%. D'ailleurs, ce qui est étonnant, parce qu'il y a eu un soulèvement populaire en 2019 et un large mouvement de jeunes qui ont tout fait pour qu'il soit le président de la République face à Al-Qaroui. Mais d'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a donc comme mécontentement et tout ce qu'il y a donc comme opposition et tout ce qu'il y a comme contestation, c'est paradoxal de trouver que le score de 2024 est plus élevé même que celui de 2019, alors qu'il sait très bien qu'il est isolé. C'est pas parce qu'il a filmé quelques centaines dans la rue
qui, de toute façon, on sait que quel que soit le régime en place, il y a toujours quelques citoyens qui seront toujours fidèles au maître. Restez avec nous, Dr Siham. Très bien, restez avec nous, Dr Siham. Lies Jubaili, j'aimerais avoir votre réaction, bien sûr, en tant qu'observateur algérien. On n'est pas très loin des scores qui ont été accordés à Majid Tebboune pour son deuxième mandat. On parle donc des résultats définitifs qui ont été annoncés donc en direct par l'instance supérieure indépendante pour les élections en Tunisie. On parle donc d'un score soviétique, 90,69%, donc pour Kais Saïd. Votre réaction, Lies Jubaili? Tout d'abord, Nasser, c'est que la Tunisie, c'est un pays formidable, c'est un beau pays qui est transformé quasiment, il devient un cas d'école pour tout dictateur apprenti qui veut apprendre la dictature. En tant qu'Algérien, j'ai une observation pour ce pays. Tout d'abord, c'est que les médias sont muselés. L'activité politique et la société civile sont criminalisées, c'est-à-dire toute activité politique, elle est criminalisée. Prenons le cas de Kais Saïd quand il est arrivé au pouvoir. Il est arrivé en 2019, Nassara. Il est arrivé de nulle part. Il a été élu par défaut et petit à petit, il a commencé à concentrer ce qu'on appelle les pouvoirs entre les mains. Après, il a commencé à éliminer. Éliminer quoi? En commençant à s'en prendre à la magistrature. C'est-à-dire le Conseil supérieur de la magistrature a été dissous. Tous les magistrats soit ont été révoqués, soit mutés, soit emprisonnés. Et tout juge qui parle publiquement, il risque d'être poursuivi publiquement. Je veux dire, nous avons remarqué quoi? Quasiment sur 17 candidats qui souhaitaient se présenter aux élections, un candidat en prison, un candidat de complaisance et les autres, voilà. Donc il y a 2 candidats, on appelle en français second couteau, juste pour vous donner la vitrine, une vitrine, on va dire, internationale, comme quoi il y a une démocratie. Le monsieur, au fait, ce président, il vient de décrocher 90%. C'est un score fleuve, score soviétique. Au fait, c'est que lui, c'est de la magie, c'est de l'intelligence noire. Il a réussi à transformer l'instance supérieure des élections en un outil de répression du journaliste. C'est-à-dire gonfler les scores. C'est-à-dire son taux d'impopularité, c'est quoi? Le seul baromètre, c'est les 28% que vous venez d'avancer. C'est-à-dire que cette Tunisie, qui quand même, qu'on le veuille ou non, c'est l'une des pionnières des grandes révolutions arabes. La révolution de Jasmin en 2011, on voit qu'elle sombre de plus en plus dans une dictature et quasiment toute l'activité politique, elle devient, ils sont en train de criminaliser, c'est-à-dire Kais Saïd et son entourage, et que la société civile, elle est complètement à la marge. Le tissu économique est détruit. Lies Jubaili, quel parallèle peut-on faire avec l'Algérie, puisque vous avez parlé donc de 2 candidats avec le président sortant, donc 3 candidats en tout, dont un, vous l'avez rappelé, est en prison. En Algérie aussi, on a vu aussi 3 candidats avec Abdelmajid Tebboune, président sortant. Quelle similarité, puisqu'en Algérie aussi, en 2019, il y avait le Hirak, il y avait cette révolution populaire pacifique qui demandait donc la rupture avec le système politique en Algérie. On a vu ce qui est advenu après la scène politique algérienne, les médias, l'emprisonnement des militants politiques, des journalistes, des militants des droits de l'homme. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de marcher dans la même voie par rapport à ce qui se passe en Tunisie, Lies Jubaili? Absolument, il y a de grosses similarités. La première similarité, c'est une dérive autoritaire et dictatoriale. Les 2 régimes se ressemblent. C'est le pouvoir, il vire vers une autorité autoritaire et dictatoriale. Les médias sont muselés. Aussi bien en Tunisie qu'en Algérie.
Il y a des médias qui sont inféodés au régime, que ce soit en Tunisie ou au Maroc, juste pour satisfaire les besoins du régime dictatorial. Les scores sont quasiment identiques. L'ANI en Algérie et l'instance supérieure des élections indépendantes, soi-disant en Tunisie, c'est des outils, des instruments au service de la dictature, au service du pouvoir autoritaire. 89% pour Kais Saïd, 84% pour Abdelmajid Tebboune après correction soi-disant du Conseil constitutionnel. La majorité des candidats ont été écartés. En Algérie, 13 ont été écartés, 2 ont été retenus, Youssef Aouchiche et le candidat du courant conservateur, juste pour satisfaire la configuration, la cartographie de l'Algérie. Quant à la Tunisie, c'est juste c'est pour faire une façade, tout simplement. C'est pas vraiment la même chose. Les médias sont muselés, le tissu économique il est complètement détruit en Algérie et en Tunisie. La concentration des pouvoirs par un seul homme en Tunisie, même en Algérie, la concentration du pouvoir, je veux dire aussi par Tebboune, il faut dire les choses. L'emprisonnement, tous les militants politiques sont emprisonnés en Algérie, les détenus d'opinion aussi bien. Elias Jubaili. Pardon, je vais vous couper la parole. Elias Jubaili, vous avez parlé aussi de cette instance où l'autorité nationale indépendante des élections, ce qu'on appelle en Algérie donc l'ANI, à sa tête Mohamed Chorfi. On a parlé de l'instance supérieure indépendante pour les élections en Tunisie, ici. Donc on a suivi donc cette conférence de presse en direct de Tunis, annoncer donc les résultats de cette élection présidentielle en Tunisie. Mais pourquoi je vous pose la question par rapport donc à l'ANI en Algérie, c'est les déclarations de Mohamed Chorfi. J'aimerais avoir votre avis par rapport à ces déclarations. On l'écoute. والله المرجعيه نتاعنا هي مرجعيه جزائريه. اجتهاد السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات راه اصبح الان في بعض الدول راه يسارعوا حتى تكون السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات من المراقبين الدوليين للاشراف على انتخاباتهم الرئاسيه. الدول العديده ما كان نذكرها اللي التمسوا من الجزائر باش تشرف على الانتخابات نتاعها. Elias Jubaili, Mohamed Chorfi est en train de dire que l'ANI est un exemple en termes donc d'indépendance des élections, de surveillance comme outil. Quelle est votre réaction quand on entend des déclarations pareilles et surtout ce qui s'est passé dans les dernières élections présidentielles algériennes le 7 septembre dernier? On a vu cette cacophonie au niveau des taux de participation, des chiffres, une incohérence totale. Très rapidement, Elias Jubaili, comme ça va donner la parole aussi à Dr Siha. Mais l'ANI en Algérie, cette agence indépendante des élections en Algérie, elle n'a jamais été indépendante. La preuve, quand M. Chorfi a annoncé des résultats provisoires, il y avait une cacophonie totale. Il y avait un score fleuve pour Tebboune et les autres scores pour les autres candidats. Après un communiqué commun des deux candidats pour contester ces irrégularités, ces incohérences. Forcément, après la correction du Conseil constitutionnel, nous avons vu aussi que malgré cela, le Conseil constitutionnel va dans le sens, dans le sillage de l'ANI. Il faut savoir aussi que l'ANI répond à une feuille de route. Il faut savoir aussi que l'ANI n'a jamais donné le taux moyen. C'est pas possible. On ne peut pas additionner les pourcentages mathématiquement parlant. Donc, il faut savoir que le taux, c'est un taux. On nous annonce 23%, après 46%. On nous annonce à 13h un tel taux, après, avant la fermeture, un tel taux. Donc, un cafouillage, une cacophonie. La preuve, Chorfi, on ne le voit plus. Après l'intervention du Conseil constitutionnel, qu'en est-il du personnage de Mohamed Chorfi qui a dit
que l'ANI est une instance indépendante et qui fait son job dans les règles de l'art. Non, l'ANI n'a jamais été une instance indépendante. L'ANI est un instrument est un instrument du pouvoir. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là pour organiser. Très très bien. Restez avec nous, Lias Djubaili. Docteur Siham Badi, maintenant qu'on a eu donc ces résultats définitifs, on parle d'un score à la soviétique, 90,69% donc pour le président sortant Kais Saïd. Il aura donc un deuxième mandat, 5 ans plus donc pour Kais Saïd. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie pour l'opposition tunisienne et qu'est-ce que cela signifie aussi pour la révolution tunisienne? Oui, d'abord, encore une fois, les chiffres annoncés, est-ce qu'ils sont vérifiables? Est-ce qu'ils sont contestables? Non. Donc, ils ont le droit, bien sûr, de toute l'équipe donc d'orchestrer ce qu'ils veulent comme résultat, comme d'annoncer ce qu'ils veulent comme résultat, et personne n'a le droit ni de vérifier, ni de contester. Je rappelle juste que le nombre d'observateurs pendant la campagne électorale en 2014 était de 27 000 et on est passé à 1700 observateurs dans tous les territoires tunisiens pour les élections 2024. Donc, il est clair aujourd'hui, Kais Saïd, il aurait pu être quand même un peu humble, il aurait pu être un peu plus modeste et annoncer au moins des chiffres qui peuvent être acceptables ou des chiffres logiques. Mais aujourd'hui, où ils annoncent aussi des chiffres pareils, ils passent avec 90%, c'est encore une fois. Donc, c'est encore une fois, il prend le peuple comme je sais pas moi, comme un arriéré mental ou comme quelqu'un qui ne comprend rien du tout, quoi. Donc, pour cette élection, juste, docteur Siham Badi, pour cette élection, donc, les observateurs de l'Union européenne n'ont pas été admis, mais il y a eu les représentants de la commission électorale russe, nous a dit donc, mais aussi l'Organisation de coopération islamique et de quelques autres organisations accréditées par les autorités étaient présents. Bien sûr, il y avait aussi les principales associations locales d'observation des élections comme iWatch ou aussi Mourakiboun. En raison, donc, ils ont été interdits, refusés l'accréditation donc pour ces élections. Pour cause financement étranger suspect, d'après donc les autorités tunisiennes. Oui, et il faut dire aussi, là, il y a beaucoup d'irrégularités et il y a beaucoup donc d'infractions qui ont été commises dans plusieurs bureaux de vote. Mais bien sûr que comme Kais Saïd, il est au-dessus des lois. Et comme il ne respecte pas les lois, la preuve qu'il n'a même pas pu donc accepter les candidats qui ont été mis dans la course par le tribunal administratif. Donc, il n'y a pas de recours, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de jugement. Donc, on est dans un pays de non-droit où donc c'est Kais Saïd, c'est lui-même la justice, c'est lui-même qui a tous les pouvoirs et le peuple donc piétiné ainsi ne pourra pas du tout donc manifester ni son mécontentement ni sa colère. Elle ne pèsera pas pour lui parce que lui, c'est un populiste qui n'entend que sa propre voix. Donc la voix du peuple, la voix de l'opposition, la voix des journalistes, tout ça pour lui donc c'est néant. C'est un état pathologique. Aujourd'hui, on est en train de vivre avec un dictateur, avec un état pathologique qui vraiment donc nous laisse craindre le pire dans les jours. Mais il y a une partie du peuple tunisien, docteur Siham Badi, il y a une partie du peuple tunisien qui soutiennent Kais Saïd. Mais bien sûr, il y a toujours donc comme dans toutes dans tous les pays où il y a des dictatures qui règnent, il y a toujours autour du roi, il y a toujours des gens qui vont continuer donc à suivre aveuglement ou à être vraiment donc très influencés et très influençables par les médias et par les discours populistes. Ça, il va toujours y en avoir. Mais au jour d'aujourd'hui, il est très, très difficile de savoir vraiment
la masse populaire qui reste autour de Kais Saïed. Même les Sigma Conseil, là, elle vient de donner donc des chiffres donc dans des sondages, alors qu'il n'y a même pas eu un sondage de début à la fin de cette campagne électorale. Sigma Conseil, elle a toujours aussi été du côté du pouvoir en question et bien sûr, donc, d'où ça ne nous étonne pas qu'elle avance aussi des résultats qui étaient déjà proches des 80%. Donc ça augmente la responsabilité de l'élite en Tunisie, ça augmente encore plus la responsabilité de l'opposition de ne pas vraiment céder et laisser Kais Saïed, lui laisser le pays encore pour 5 ans pour encore mener le pays vers la catastrophe et vers l'inconnu total. Déjà, comme on le sait, comme tout le monde le sait, on a un bilan qui est catastrophique. Et là, je crains le pire. Je crains qu'on va aller encore vers plus d'appauvrissement, plus de chômage, plus d'atteinte aux droits de l'homme et à la liberté d'expression. Kais Saïed, il est clair qu'il ne peut agir qu'ainsi. Il a bien montré le vrai visage donc d'un dictateur aujourd'hui qui plus que jamais ne veut pas ou céder le pouvoir. Il ne cédera pas aujourd'hui ni demain et pour lui, dans sa tête, il ne pourra pas du tout quitter le pouvoir que vers sa tombe, comme tous les dictateurs. Donc, ils sont séparés du pouvoir que par la mort. Du coup, et je pense aussi que lui et tout son entourage ont tellement donc commis vis-à-vis du pays et du peuple donc des irrégularités et qui vont être donc ils doivent rendre compte devant la justice et je pense que pour préserver leur acquis et leur place, ils sont aussi guidés par la peur de voir donc une nouvelle classe politique qui arrive à rendre compte, donc ils ne céderont pas facilement. Très très bien. On va parler aussi avant la fin de cette émission du rôle de l'opposition après donc ce deuxième mandat de Kais Saïed. Ilyas Jubaili, ce déni de liberté, ce déni de démocratie pour les peuples du Maghreb. On a vu ce qui s'est passé en Algérie depuis 2019. On est en train de voir aussi ce qui se passe en Tunisie. Beaucoup de similarités. Est-ce qu'on est face à des temps, si on peut dire, sombres, qu'on a tourné donc définitivement donc ce désir des peuples donc de s'ouvrir vers une vraie démocratie, vers des libertés. Comment vous voyez les choses, Ilyas Jubaili? Oui, absolument, Nasser. Moi, je prends deux choses, la presse et la justice, que ce soit en Algérie et en Tunisie. Que ce soit en Algérie, les presses sont muselées, les journalistes critiques sont qualifiés d'agents de l'étranger. Que ce soit en Algérie, même des journalistes ou des militants qui essayent de faire de la politique pour appeler à un changement démocratique, ils peuvent être qualifiés d'agents de l'étranger. C'est-à-dire, en Tunisie, d'ailleurs, il y avait au moins 5 qui sont en prison et 40 sous le coup d'un procès. Chez nous aussi, il y a beaucoup de détenus d'opinion jusqu'à présent qui n'ont même pas été jugés. Ce qu'on appelle, c'est l'internement administratif. Les autres reçoivent, si nécessaire, des coups de fil, ainsi de suite. Je veux dire... juste pour apporter de l'eau à votre moulin, puisqu'en Tunisie, les deux associations donc, qui étaient normalement accréditées pour l'observation des élections, une, elle s'appelle donc iWatch, et l'autre association, Mouraqiboun, ont été refusées l'accréditation. Pourquoi nous dit-on financement étranger suspect? Tfadal Ilyas. Ah oui, tout à fait, mais quand le pouvoir il essaie de tout criminaliser, au fait, et il est dans la répression et l'autocensure. Et si toute opposition qui ne rentre pas, si j'ose dire, dans les rangs, est qualifiée agent de l'étranger, financement douteux, supputation du point de vue financement,
financement suspect, l'ayadi al-kharijiyya, que ce soit en Tunisie ou en Algérie. D'ailleurs, même Kais Saïd, il utilise les mêmes slogans, la même vision que Tebboune, que le pouvoir algérien, pour criminaliser l'activité politique. Donc, l'Algérie et la Tunisie, en tout cas, ces deux pays, ils sont en train de vivre les périodes les plus sombres de leur histoire. Juste pour la Tunisie, quand même, il faut saluer, la Tunisie est le premier pays pionnier en termes de droits et de libération des femmes. Maintenant, ce pays même qui est pionnier, il poursuit les féministes pour vous dire qu'on n'est plus dans un... c'est une dictature qui est installée et moi je crains dans le futur que cette démocratie, que cette dictature dans les deux pays d'ailleurs risque de s'enraciner. Donc il faut une opposition aussi forte en Algérie qu'en Tunisie pour essayer de changer les choses, parce que c'est l'opposition doit reprendre son travail, c'est important. Vous parlez de l'opposition, Elias Jubaili, vous parlez de l'opposition, une question qui est très importante, parce que la question aussi qui s'impose, et beaucoup d'observateurs parlent, comment on est arrivé à cette situation, comment la Tunisie, qui était un exemple en termes donc, de révolution et de demande de liberté, de démocratie, on est arrivé à cette situation. On parle donc d'un autoritarisme, on parle d'une situation de fermeture sur tous les plans, politiques, médiatiques et associatifs. Comment on est arrivé à cette situation, Elias Jubaili? Est-ce que l'élite n'a pas, l'élite, et là je parle de l'opposition bien sûr, n'a pas joué son rôle comme il faut? Forcément, l'élite, au fait, je ne dis pas qu'elle a failli, c'est qu'elle n'a pas joué son rôle, ou qu'elle n'a pas vraiment mesuré l'ampleur de la lourde tâche qui l'attend, qui l'attendait. Et du coup, quand vous ne jouez pas votre rôle et vous laissez le terrain vide, c'est que le régime, surtout un régime de nature dictatoriale, je veux dire, s'accapare ce terrain. Il faut dire que la Tunisie, depuis 2000, d'ailleurs comme en Algérie, d'ailleurs qu'après 88, de 2001, les soulèvements en Algérie, en Kabylie en 2001 et même en 88, même la Tunisie, elle était dans la même période à partir des années 2000. Il y avait un grand mouvement qui a commencé à se mettre en place en Tunisie et en Algérie. Et aussi, nous avons été bluffés par la puissance de la révolution du jasmin, Thawrat al-Yasmin. Mais cette Thawrat al-Yasmin, je suis désolé, elle n'a pas abouti complètement. Ça veut dire c'est le retour sous la dictature de Ben Ali, où peut-être la Tunisie devient de plus en plus un État très très policier. Ça veut dire quelque part il y a une faillite. Il y a une faillite de cette opposition. Il faut signaler, il faut rendre hommage à l'UGTT, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens. C'est un syndicat qui est fort et même Habib Bourguiba, autant de Habib Bourguiba, il n'a jamais pu transformer ce syndicat en syndicat maison. Contrairement, il y en a, il faut dire les choses, à l'UJTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, que ce mouvement-là, l'UGTA, qui est inféodé au pouvoir, parce que les secrétaires généraux de l'UGTA étaient des secrétaires généraux aussi bien du FLN et du RN. Quelque part, il y a des similarités, il y a des disparités en termes de combat, mais quelque part, c'est l'opposition ou l'élite qui doit gérer et qui doit mener le combat pour le changement, c'est elle aussi qui doit reprendre le flanc. Très bien, restez avec nous, Elias Jubaili. Docteur Siham Badi, j'aimerais avoir votre réaction par rapport à ce qui a été dit par Elias Jubaili. Est-ce que vous pensez que l'opposition tunisienne a failli, l'élite tunisienne? Comment on est arrivé à cette situation? On parle d'autoritarisme, on parle d'un président qui a tous les pouvoirs. Est-ce qu'on a tourné la page donc, de cette ouverture démocratique qui était un exemple dans le monde arabe, Docteur Siham Badi?
Non, bien sûr, il faut garder l'espoir et l'espoir fait vivre. Sans espoir, on ne peut pas continuer à rêver, quoi. Il faut toujours rêver et faire tout pour réaliser nos rêves. À rêver, à voir la Tunisie de nouveau qui se soulève avec plus de démocratie, plus de justice, plus d'ouverture, parce que là, il y a vraiment il y a l'enfermement total sur tous les niveaux et tous les plans. Si on n'avait pas cet espoir-là, Ben Ali ne serait pas parti. Et comme le peuple avec l'élite, ils ont réussi ensemble, en conjuguant leurs efforts, à faire partir Ben Ali, toute dictature est amenée à un moment ou à un autre à partir aussi. Il faut dire que Kais Saïed, il a compris qu'en Tunisie, on a maintenant une classe politique influente. On a une société civile influente, donc qui a pu profiter des années de liberté et des années de démocratie pour se former, s'organiser et commencer vraiment à se faire connaître par les Tunisiens et avoir un impact sur la vie citoyenne. La première chose qu'il a fait, Kais Saïed, quand il a fait son coup d'État le 25 juillet 2021, c'est qu'il a commencé à mettre tous les leaders politiques en prison. Et il a commencé à fermer les bureaux des partis politiques et leur interdire donc toute action et toute possibilité d'une vie politique normale, saine. Siham Badi, ceux qui critiquent aussi cette période de transition qui a été très délicate dans tous les pays. Quand il y a une période de transition, elle n'est jamais facile à négocier. Est-ce que vous pensez que les Tunisiens étaient déçus par cette période de transition et comment expliquer aussi ce taux de pourcentage? Parce qu'on parle d'un boycott, on parle des Tunisiens en rupture avec la politique. Dr Siham Badi. Non, je pense que il y a eu, bien sûr, il y a eu beaucoup de progrès sur le plan politique, sur le plan société civile, mais il n'y a pas eu en parallèle un progrès économique et un projet économique qui pourrait faire sentir aux citoyens lambda que son pouvoir d'achat s'améliore, que le taux de chômage diminue, parce qu'on est aussi, il faut le rappeler, on est arrivé dans une période où, sur le plan économique, c'était la crise mondiale. Et après, il y a eu le Covid. Après, donc, il y a eu partout dans le monde donc une crise sans égale sur le niveau sanitaire et politique et économique. Du coup, la Tunisie, bien sûr, faisait partie de cette crise aussi mondiale. Et le peuple était un petit peu pressé, c'est-à-dire le peuple qui a fait sa révolution, il pensait que tout de suite, il va y avoir donc une prospérité économique, une amélioration de son quotidien, une baisse de taux de chômage, une vie économique qui va en s'améliorant. Il a été surtout déçu par le fait que les objectifs de la révolution n'ont pas été atteints très vite, à mon sens. Il est un petit peu impatient, parce qu'il y avait des besoins pressants, des besoins économiques. Il y avait quand même un état de pauvreté croissant et où il y avait des solutions à trouver urgemment. Mais il faut dire que les partis politiques qui ont succédé au pouvoir, ils avaient réussi la progression et l'amélioration des conditions politiques dans le pays, les libertés d'expression, les libertés de s'associer, de participer à une vie politique libre. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait un échec sur le plan économique. C'est ce qui fait que facilement après, le peuple a été manipulé pour maudire cette révolution et pour... Très bien. Et même, il y en avait même, on les a poussés à dire que... le temps de Ben Ali était peut-être meilleur. Voilà, donc, mais là aussi, c'était l'influence des médias, parce que les médias aussi, ils n'ont pas vécu vraiment leur révolution. C'était aussi les médias de l'ancien régime qui étaient toujours au pouvoir, l'administration. Très bien.
Très très bien. Restez avec nous, docteur Siham Badi, parce qu'on est pressé par le temps. J'aimerais donner 1 minute chacun à vous. Dernière question. Donc, Elias Jubaili, il me reste pas beaucoup de temps. Face à ce dîner donc de liberté, de démocratie pour les peuples du Maghreb, on parle bien sûr de la situation en Algérie, mais aussi de la Tunisie. Est-ce que vous pensez qu'on est face à une situation des conditions qui nous ont amenés, par exemple, en Algérie, à un hirak populaire. Donc, est-ce qu'on est face à cette situation du côté algérien, mais aussi la même question du côté tunisien, Siham Badi. Elias Jubaili, très rapidement. Rapidement, en fait, donc la solution de la solution ou l'accès à un état de droit démocratique ne se fait que par les peuples eux-mêmes, hein, aussi bien en Tunisie qu'en Algérie. Je pense que la communauté internationale elle soutient les régimes totalitaires et dictatoriaux, hein, que ce soit en Tunisie et en Algérie. En Tunisie, c'est parce que la Tunisie, tout simplement, freine la migration. Elle freine la migration et que les intérêts économiques de l'Algérie, les intérêts économiques de l'Union européenne et la Tunisie sont cadenassés. D'ailleurs, il y a un partenariat stratégique qui vient d'être signé entre la Tunisie et l'Union européenne. Donc, c'est un blanc-seing, c'est une validation du pouvoir. Hein. Aussi pour l'Algérie, la communauté internationale a besoin aussi de l'Algérie parce que c'est un grand pays pétrolier gazier qui est fournisseur en matière d'énergie. C'est un pays pivot géostratégiquement parlant. Donc, forcément, la communauté internationale ne s'intéresse pas à la liberté d'expression, aux droits des peuples. Donc, la solution ne devrait venir à l'intérieur que par les peuples eux-mêmes qui veulent accéder. Et ça, c'est la responsabilité de l'élite et de l'opposition de travailler. Je suis d'accord avec Madame Siham Badi. L'espoir fait vivre. Tant que l'espoir, il faut y aller. C'est normal, je veux dire. Merci beaucoup, Elias Jubaili. Merci à vous, Elias Jubaili. Docteur Siham Badi, la même question face à une situation que vous avez décrite, donc qu'on est donc une fermeture politique, un autoritarisme qui est en train donc de prendre de l'ampleur par rapport surtout à ce deuxième mandat de Kais Saïed. Est-ce que vous pensez qu'on est face à une situation que les Tunisiens se sont soulevés? En 2011, les conditions, le règne de Ben Ali, très rapidement. Docteur Siham, on ne vous entend pas, docteur. Il y a un petit souci de son. Docteur Siham Badi, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, très bien. Là, on vous entend très bien. Tfadali. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Kais Saïed insulte l'opposition, insulte notre intelligence, insulte les Tunisiens et que, au contraire, donc, je pense que l'opposition, son rôle aujourd'hui, c'est d'être unie plus que jamais et d'essayer de récupérer notre dignité qui est aujourd'hui profondément touchée et de récupérer le pays, la liberté, de penser à tous ceux qui sont emprisonnés sans avoir commis aucun crime, compte sur nous pour donc retrouver une Tunisie libre, une Tunisie juste, une Tunisie où le citoyen donc a toute sa place et où le citoyen est respecté, parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Et bien sûr, je pense que l'avenir nous dira que les Tunisiens nous montrera que les Tunisiens ne sont pas du tout un peuple soumis et le Tunisien qui a vécu donc dans des conditions de liberté, d'expression, de dignité ne cédera pas. Beaucoup. Au contraire, le combat continue. Merci beaucoup, docteur Siham Badi. Le combat continue. Vous êtes en train de dire, je rappelle que vous êtes médecin et ex-ministre et militante politique. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous. Merci à Elias Jubaili, ingénieur économiste, militante politique. Il était avec nous aussi depuis Paris via Skype, observateur, mais aussi militant politique algérien.
Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Donc, la nouvelle, Qais Saïd a été élu par un score soviétique 90,69%. Comme ça,